Seignon est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Seignonnais. Seignon est située sur le flanc septentrional de la montagne du Luberon, dans sa partie Grand Luberon, entre Apt et Auribeau. Elle est adhérente au parc naturel régional du Luberon. La commune est dotée d'un plan local d'urbanisme qui prend en compte son patrimoine et ses paysages. Habitat perché. Ce type d'habitat est considéré comme typiquement provençal, il est surtout typiquement méditerranéen. Ces villages aussi sur leur acropole rocheuse, qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l'orientation des façades de leurs maisons, vers la vallée ou la voie de communication, un véritable front de fortification. Fernand Benoît souligne leur origine quelquefois préhistorique, en signalant que Cicéron, à propos des Ligures, qui peuplaient la région, les dénomme Castellani, c'est-à-dire habitants des Castellas. Seignon, village perché. Ces villages perchés se trouvent essentiellement dans les zones collinaires, dont le terroir est pauvre en alluvions, et où l'eau est rare. Ce qui est le cas général en Provence, sauf dans la basse vallée du Rhône, et dans celle de la Durance, où les terres alluvionnaires abondent, et surtout où l'eau est facilement accessible, pour chaque propriété, grâce à un puits creusé dans la cour de la maison. De plus, ce groupement en communauté refermée sur elle-même, correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l'existence d'un artisanat rural indispensable aux villageois, charrons, forgerons, et seteras. A contrario, l'habitat dispersé implique de grands domaines qui tendent à vivre en autarcie. D'où la loi émise par Fernand Benoît: la misère groupe l'habitat, et l'aisance le disperse. Maison en hauteur. Fernand Benoît explique que son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus. Effectivement, ce type d'habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable remise au rez-de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le type de maison réservée aux paysans villageois, qui n'avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu, de faire tenir des chevaux et un attelage. Elle se retrouve aujourd'hui dans nombre de massifs montagneux ou plateaux de la Provence occidentale. Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher derrière les fortifications du village. Celle-ci finie, il y eut un mouvement de sortie, pour établir dans la périphérie de l'agglomération des maisons en terre, plus aptes à recevoir des bâtiments annexes. En effet, ce type d'habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique, une façade étroite à une ou deux fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser 4 à 5 étages, grenier compris avec sa poulie extérieure pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles, ces maisons ayant perdu leur statut agricole, sont d'installer un garage au rez-de-chaussée, et de créer de nouvelles chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec nous, on accède toujours à l'étage d'habitation, par un escalier accolé à la façade. La présence de terrasses ou balcons était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes, suspendus à un fil de fer. Elle était appelée triare, quand elle accueillait une treille qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galariée, ou soulerier. Maison à terre étalée, au bas du rocher de Seignon. Compartimentée dans le sens de la longueur, ce type de maison représente un stade d'évolution plus avancé que la maison en hauteur. Il est caractéristique de l'habitat dispersé. C'est l'habitation traditionnelle des pays de riche culture, et la lavande en fut une. Ce type de maison est divisé en deux parties très distinctes dans le sens de la longueur. Le rez-de-chaussée est occupé par une salle commune dans laquelle est intégrée la cuisine. Très souvent se trouve à l'arrière un cellier contenant la réserve de vin et une chambre. 1 et 3 couloirs.
qui permet d'accéder à l'étage, sépare cet ensemble de la seconde partie réservée aux bêtes. Celle-ci se compose, dans la plupart des cas, d'une remise qui peut servir d'écurie et d'une étable. L'étage est réservé aux chambres et au grenier à foin qui correspond par une trombe avec l'étable et l'écurie. À cet ensemble, s'ajoutaient des annexes. L'une des principales était la tour du pigeonnier, mais la maison se prolongeait aussi d'une soue à cochons, d'une lapinière, d'un poulailler et d'une bergerie. Alors qu'aucune maison en hauteur ne disposait de lieu d'aisance, même en ville, la maison à terre permet d'installer ces lieux à l'extérieur de l'habitation. Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était un simple abri en planches recouvert de roseaux, ou canisses, dont l'évacuation se faisait directement sur la fosse à purin, ou sur le fumier. La construction d'un tel ensemble étant étalée dans le temps, il n'y avait aucune conception architecturale préétablie. Chaque propriétaire agissait selon ses nécessités et dans l'ordre de ses priorités. Ce qui permet de voir aujourd'hui l'hétérogénéité de chaque ensemble, où les toitures de chaque bâtiment se chevauchent, généralement en dégradé. Chaque maison se personnalisait aussi par son aménagement extérieur. Il y avait pourtant deux constantes. La première était la nécessité d'une treille toujours installée pour protéger l'entrée. Son feuillage filtrait les rayons de soleil l'été, et dès l'automne, la chute des feuilles permettait une plus grande luminosité dans la salle commune. La seconde était le puits, toujours situé à proximité. Il était soit recouvert d'une construction de pierres sèches en encorbellement, qui se fermait par une porte de bois, soit surmonté par deux piliers soutenant un linteau, où était accrochée une poulie, permettant de faire descendre un seau. L'approvisionnement en eau était très souvent complété par une citerne, qui recueillait les eaux de pluie de la toiture. Le pigeonnier devint, après la Révolution, la partie emblématique de ce type d'habitat puisque sa construction signifiait la fin des droits seigneuriaux, celui-ci étant jusqu'alors réservé aux seules maisons nobles. Il était soit directement accolé à la maison mais aussi indépendant d'elle. Toujours de dimension considérable, puisqu'il était censé ennoblir l'habitat, il s'élevait sur 2 étages, le dernier étant seul réservé aux pigeons. Pour protéger ceux-ci d'une invasion de rongeurs, son accès était toujours protégé par un revêtement de carreaux vernissés, qui les empêchait d'accéder à l'intérieur. Habitat troglodytique. La première étude sur l'habitat troglodytique en Provence a été menée, entre 1987 et 1988, à la demande du ministère de la Culture, par Pierre-Yves Dautier, avec l'aide technique du Parc naturel régional du Luberon. L'inventaire de ces différents sites lui a permis de classer ce type d'habitat en 2 parties. La première correspond au creusement par l'homme dans les safres du Miocène d'abris rupestres, à vocation d'habitat et à usage agricole. La seconde est liée à l'occupation des grottes naturelles creusées par l'érosion dans le calcaire urgonien, et leur protection en façade par des murs de pierre sèche. Cette utilisation, qui fut quelquefois pérenne, fut le plus souvent due au pastoralisme, et au besoin des bergers d'abriter et de loger leurs troupeaux. Des moulins à huile y furent même construits, comme celui de la Croix des Bois-Gordes, ou celui du Rocher de Seignon. Dans le Vaucluse, cet habitat se retrouve essentiellement dans les combes des monts de Vaucluse, et du Luberon, les cabanons. L'existence de cette maisonnette des champs est toujours liée à une activité agricole qui contraint le paysan à rester éloigné de sa résidence habituelle. Dans son étude sur l'habitat rural, Fernand Benoît envisage à la fois le cas du pastoralisme et celui du sédentarisme. Pour le premier, la transhumance, qui permet aux troupeaux d'estiver dans les alpages, implique l'usage d'un habitat sur place de type élémentaire pour le berger. Suivant le lieu, il prend l'aspect d'un jet en pierre sèche ou d'une cabane édifiée en matériaux composites. Ce refuge lui sert à la fois d'abri et de laiterie. Pour le paysan sédentaire, c'est l'éloignement de ces cultures qui impose un habitat aménagé près de son champ. Dans ce dernier cas, le cabanon correspond à un véritable habitat saisonnier qui est utilisé lors des travaux de longue durée. Ces cabanons, qui se trouvent à l'orée ou au centre du champ, avaient aussi un rôle d'affirmation sociale pour le paysan. Ils étaient considérés comme le signe de la propriété sur une terre, qu'il entendait distinguer du communal. Les bories.
Le terme provençal borie désigne au sens premier une métairie. Avec son homonyme français borie, il a pris récemment le sens de cabane de pierre sèche, à la suite de la méprise d'un érudit, et de l'exploitation touristique, des vestiges de ce type de construction. Lorsque la cabane a un toit conique, elle est dénommée cabanon pointu, notamment dans les Alpes provençales, région de Forcalquier. Ce type de construction réalisée uniquement en pierre sèche, permettait aux paysans de serrer ses instruments agraires, de protéger sa récolte ou plus spécifiquement sa réserve d'eau et, au besoin, d'y passer la nuit. La borie était donc une annexe temporaire de l'habitat permanent. Ce type de construction en pierre sèche puise son matériau dans la création et l'épierrage des champs. En Provence, il est courant dans les régions montueuses, de plateaux secs, des coteaux travaillés en restanque. Préhistoire et Antiquité. Les Gallo-Romains d'Apta-Julia font de ce site, dominé par son rocher, l'un de leurs lieux de villégiature. Sur le mont Flavien sont construites de nombreuses villes dont la Villa Aubaha, où ont été exhumés des autels consacrés à Bacchus, Mercure et Mitra ainsi que l'épigraphe à la gloire du Catrovir Valerius Fronton. À la même époque, au cours du IIe siècle, le site de la Molière, au sommet d'une butte dominant le Calavon, est occupé par un vicus gallo-romain. Une nécropole y a été mise à jour, avec 4 sépultures à incinération, dont les cendres étaient contenues, dans des amphores, avec un abondant mobilier funéraire, dont maints objets en verre. Le site des Tourettes, fouillé par Dominique Caru et son équipe, a permis de dégager les ruines d'une villa gallo-romaine, essentiellement consacrée à la production d'huile et de vin. Elle fut détruite par une horde barbare, vers l'an 275 de notre ère. Moyen-Âge. Au IXe siècle, ce territoire, comme la quasi-totalité de ceux du Pagus Saptensi, appartient au noble Robert, l'arrière-grand-père de Dom Bailleul de Cluny. Un siècle plus tard, il est le fief de Robert II et Farald de Varacon, fils de Réunioir Ier de Seignon. Il le rétrocède à leur cousin Humbert de Cazeneuve. Au cours des générations, cette famille, qui va donner les branches cousines des Agoul-Simiane, se partage cette possession, avec sa parentèle les Baux et les Gondons. Dès 976, est édifié sur le rocher, un premier castrum au XIe et XIIe siècle, sous les épiscopats d'Alphand et de Logier d'Agoul. Il est remplacé par 3 forts, clés de la défense d'Apt. Ces 3 castries avaient pour nom Crugière, Maisne et La Roche. L'abbaye Saint-Eusèbe est prospère, elle compte 21 prieurés et églises, dans sa dépendance en 1154. Le fief de Seignon relevait du comté de Forcalquier, au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Seignon, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté, jusqu'à sa mort, vers 1250. Au XIIIe siècle, ces 3 châteaux sont la cause d'un conflit entre les Simianes et l'église d'Apt. Il éclate, en 1245, entre l'évêque Guillaume Centulion et Bertrand Rambaud de Simiane, qui s'empare du rocher et rase les fortifications, ce qui lui vaut d'être excommunié. La famille s'interpose. Bertrand de Baud obtient un compromis. Le 2 juillet 1248, les Simianes renoncent à contester la suzeraineté de l'église d'Apt sur le rocher, et Bertrand Rambaud voit son excommunication levée par le nouvel évêque Geoffroy de Dalma. Calmés, les 2 parties vont inféoder Seignon, à de multiples co-seigneurs, on en comptera jusqu'à 40 au cours du XIVe siècle. La reine Jeanne, en 1345, récupère l'ensemble du fief à son profit. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession, à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Seignon fait partie des premières à se rallier au parti angevin. Temps moderne. Peu après la mort du roi René,
Le roi de France, Louis XI, capte à son profit le comté de Provence. Les familles de la vieille noblesse provençale, représentées par Foulques d'Agoult, René de Castellane, et Jean de Ponteves, refusant cette mainmise, font appel à René II de Lorraine, le petit-fils du défunt. En mars 1481, une partie des troupes du prétendant, conduite par Tinteville, s'installe à Seignon et à Apt. Pour réduire la rébellion, Louis XI dépêche 18 000 hommes, sous le commandement de Galeotti. La répression se déchaîne dans les Alpes provençales, mais par politique, Seignon et Apt sont amnistiés au cours du mois de septembre. Cette lutte était prémonitoire, pour préserver les libertés communales, puisque par 2 fois au XVIe siècle, les Seignonnais sont obligés de les monnayer à François Ier, et à Henri III, qui voulait les inféoder. Leurs droits sont rachetés 500 écus, en 1526, et 300 écus, en 1596. Dans cette période d'intégration difficile, en 1503, les magistrats de Seignon mettent en place un règlement de police, des vignes, et des champs. Pour lutter contre les vols de nuit, l'amende infligée aux contrevenants est doublée. En 1562, à la demande du conseil de ville d'Apt, la cité accueille une garnison de cavalerie, censée devoir lutter contre les religionnaires, qui tiennent Sivergue, et le fort de Buhoux. Les cavaliers sont licenciés au bout de 3 jours, car ils avaient exigé que chaque paire de jours leur soit livré 12 poules, 6 moutons, 4 perdrix, et 2 tonneaux de vin. Georges, et sa sœur Madeleine de Scudéry, séjournent au château de Valcroissant, entre 1630 et 1640. Là, il se lie d'amitié avec les Rémerville, qui habitent le château voisin de Saint-Quentin. Cette relation permet à Joseph-François de Rémerville, jeune militaire à Paris, d'être reçu dans le salon de la Grande Précieuse. Époque contemporaine. Jusqu'au début du XXe siècle, au hameau de Saint-Quentin, était exploitée une mine de soufre. Elle fut remise en activité lors de la Seconde Guerre mondiale, pour fournir la viticulture en sulfate de cuivre. Aujourd'hui, le vignoble de la commune est classé dans l'appellation d'origine contrôlée, AOC, Ventoux, pour la partie nord, et Luberon, pour le reste. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de Pays d'Aigle. La commune produit aussi du lavandin, ainsi que des truffes. Le pépiniériste et auteur Jean-Luc Daneyrol exerce dans la commune.